Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Jean Moulin Post rencontre monsieur Brian Bouillon-Baker, qui n'est autre que le fils de Joséphine Baker. Vous êtes donc l'auteur du film Joséphine Baker, un destin français. Hommage donc à la richesse, à la liberté et à l'universalisme qu'incarnait Joséphine Baker. Eh bien écoutez, je suis le 7e fils de la tribu arc-en-ciel de Joséphine Baker. Donc voilà, numéro 7 dans l'ordre décroissant. Je suis comédien et auteur. Et puis voilà, maintenant je fais aussi de la transmission un peu partout en France et même ailleurs en Europe et dans le monde pour raconter le parcours et les engagements de ma maman. Comment avez-vous réussi à transmettre ces valeurs au travers de votre documentaire ? Alors comment d'abord en rappelant tout simplement les engagements de Joséphine Baker, qui est une femme qui est engagée sur de multiples champs, que ce soit évidemment le champ de la liberté. Elle choisit de quitter son pays dans lequel elle ne pouvait pas accomplir son destin. Vous êtes donc le fils adoptif de Joséphine Baker, l'un des enfants de sa tribu arc-en-ciel, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel était le message que votre mère souhaitait transmettre à travers l'adoption de tous ces enfants qui étaient, je crois, issus de nationalités différentes ? Mes frères et sœurs et moi-même, nous sommes issus d'origines différentes. Mais nous avons toutes et tous la nationalité française. Encore que j'ai un de mes frères qui vit aux États-Unis, qui a la double nationalité américaine, comme ma mère d'ailleurs l'a eu, puisqu'elle était née américaine et qu'elle est devenue française par mariage. Et ensuite, on peut dire qu'elle s'est sentie, oui, nettement plus française qu'américaine. Durant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, elle a eu plusieurs problèmes de santé et elle a appris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ça a été un choc pour elle, mais très vite surmonté par le fait que de toute façon, elle aurait voulu adopter beaucoup d'enfants, avoir une très très grande famille avec des enfants de toutes les couleurs. Donc même si elle avait eu des enfants biologiques, elle aurait adopté. Alors ça, c'était, et beaucoup d'enfants, façon maman italienne. D'ailleurs, son plat préféré qu'elle nous préparait le dimanche soir au château des Milandes était un énorme plat de spaghetti bolognaise, voilà, amoureusement préparé et finement saucé. Ça, c'était le côté maman. Mais la maman avait aussi un côté femme engagée, avec des idéaux. Et il est vrai qu'il y avait une autre raison pour cette adoption de nombreux enfants d'origines diverses. C'était de créer une petite ONU familiale qui, voilà, démontrerait à l'ONU officielle, la grande, que l'on peut vivre en fraternité universelle, que ça n'était pas une utopie, même si c'était à l'échelle d'une famille, ce qui est quand même plus facile, mais que c'était déjà un signe, un exemple. Et voilà, et elle s'est dit, voilà, en élevant des petits-enfants tout petits, elle nous a tous adoptés à moins d'1 an, les uns avec les autres, eh bien, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de conflit entre eux. Donc, ça peut être le cas pour tout ce qui est planétaire. Elle quitte un pays dans lequel il y a, en plus du racisme qui est endémique dans toutes les sociétés humaines, un racisme qui est dans la loi, la ségrégation raciale, qui est un fait social majeur. Les combats pour l'égalité, évidemment, que ce soit évidemment aux côtés de pasteur Martin Luther King, vous savez qu'elle prend la parole en mars 63 dans la marche de Washington, où elle évoque, en uniforme de l'armée française, elle évoque son amour pour la France. Donc elle est présente aux États-Unis, dans son pays d'origine, et en même temps, elle dit au public « J'ai choisi la France ». Ça n'est pas rien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les valeurs que votre mère vous a transmises durant votre enfance ? Comment est-ce qu'elle vous guide dans votre vie quotidienne et comment vous les transmettez ? Alors, les valeurs, notre mère n'était pas une intellectuelle et ni une théoricienne. Donc, pas de discours particulier. En dehors de les enfants, les études, c'est important pour la suite. Donc, travaillez bien à l'école. Le respect d'abord des parents, des adultes. Donc, attention, à l'époque, en plus, c'était un peu plus strict que maintenant.
Donc pas de coude à table, on ne répond pas aux adultes ou à ses parents, on se tient droit, on essaye je dirais, de ne pas faire trop de bêtises. Bon, mais ça pouvait encore passer. On en faisait beaucoup quand même, parce qu'on était nombreux. Mais pas de discours particulier, et surtout pas au nom de la fraternité universelle, car pour elle, il était évident que le fait d'évoluer ensemble, tout petit et en grandissant ensemble, même en faisant donc des bêtises, en jouant, en découvrant au fur et à mesure nos origines, le fait que notre famille n'était quand même pas une famille tout à fait normale, que tout ça, c'était au fur et à mesure qu'on allait le vivre, le découvrir, mais le vivre bien, ce qui a été le cas, même si, évidemment, de temps à autre, dans certaines écoles, certaines gares, certains aéroports, certains boulevards, certains grands magasins de Paris, nous étions regardés un petit peu avec curiosité, il faut bien le dire, ce qui, quand on est enfant, des fois, est un petit peu embêtant, mais comme on était toujours en nombre, en fait, on était comme dans une colonie de vacances perpétuelle. Le nombre, l'avantage d'être groupé, c'est qu'on se pose finalement pas trop de questions et qu'on passe très vite à autre chose, à d'autres jeux, à d'autres bêtises ou à d'autres passions. Donc il y a 2 ans, c'est vous qui lancez la pétition Osez Joséphine, qui récolte quelques 40 000 signatures pour que le corps de Joséphine Baker repose au Panthéon, à côté d'autres femmes d'exception comme Marie Curie, Simone Veil. Pensez-vous que la panthéonisation de Joséphine Baker la rend immortelle dans les esprits ? Alors une première chose que je veux préciser, il n'y a pas son corps. Sa dépouille reste en principauté parce que la famille sans qui rien n'est possible, on ne fait pas une panthéonisation sans l'accord de la famille, sans l'engagement de la famille. Vous l'avez vu avec Brian, cet engagement, il est fort. Donc la famille souhaitait, pour des raisons historiques qui sont parfaitement respectables, que la dépouille reste en principauté, puisque la princesse de Monaco a joué un rôle considérable dans la vie de Joséphine Baker. Et d'autres membres de la famille y sont enterrés. Nous avons vu que vous interveniez beaucoup auprès de lycéens et de collégiens. Quels sont les objectifs de ces interventions ? Alors, les objectifs, c'est de transmettre des valeurs, surtout messages, valeurs, mais surtout donner un peu d'énergie et surtout d'espoir à tous ces jeunes. Un message que ma mère a véhiculé, mais que d'autres gens aussi véhiculent, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans un monde perdu d'avance, dans un monde aussi sombre qu'on ne le dépeint. Vous êtes jeune, moi aussi, j'ai commencé toute jeune dans la misère noire, donc c'est le cas de le dire, parce qu'elle a été élevée dans un ghetto noir misérable, et dans des conditions donc très difficiles, et à une époque difficile, une époque où la ségrégation aux États-Unis était, je veux dire, constitutionnelle. Donc, pas évident. Eh bien, elle a réussi à, on peut dire, une trajectoire qui au départ semblait très, très compliquée pour elle. Et aujourd'hui, elle dirait, notamment aux jeunes, pour elle c'était très important, la jeunesse, puisque évidemment c'est l'avenir. Voilà, vous avez devant vous la vie, l'énergie, des idéaux qui manquent un peu en ce moment. Mais voilà, moi j'essaye de transmettre un peu de sa flamme, de ses idéaux et de ses espoirs en une vie faite d'échanges, de rencontres, une vie de toutes les couleurs, une vie aussi de joie de vivre. N'oublions pas qu'elle a incarné la joie de vivre des années folles, et même durant la guerre, elle a chanté pour les soldats, elle les a fait rire, elle les a émus. Après-guerre, elle a continué à charmer toutes sortes de publics en France, en Europe et dans le monde, en tant que, n'oublions pas, artiste universelle, donc femme engagée universelle et maman universelle, d'où le titre de mon livre, Joséphine Baker, universelle. Donc voilà, transmettre
aux jeunes un maximum d'influx, d'énergie positive, d'espoir et aussi son exemple. Donc d'ailleurs, vous savez, au Panthéon, on cultive les symboles. Ça n'est pas un cimetière. Donc, si vous voulez, l'intérêt du Panthéon, ce qui fait que Joséphine avait toute sa place, c'est ce qu'elle apporte à l'esprit civique de la nation. Je pense que c'est important, je ne suis pas le seul, beaucoup de gens dans le public me disent on a vraiment besoin même pas finalement d'icônes comme Joséphine Baker, mais plus important qu'icône, c'est d'exemples comme Joséphine Baker et d'autres personnalités du même acabit. Je pense qu'elle est passée du statut de légende, elle est d'icône, elle est entrée de plein pied dans l'histoire de France, parce qu'elle est un exemple. Elle est un exemple formidable sur ce qu'est l'universalité de la République française. Et c'est un joli pied de nez, parce que c'est une femme qui est née aux États-Unis, et qui finalement a réussi en France à accomplir son destin français. Lors d'une interview pour France 24, vous avez décrit votre mère comme un modèle d'intervention républicaine transmettant des valeurs universelles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient les combats que votre maman a menés tout au long de sa vie et à quel point il est important qu'ils se perpétuent encore aujourd'hui ? Alors, je vous rappelle, et d'ailleurs, lorsque nous étions dans le cabinet du président de la République, donc nous étions dans son bureau plutôt, à l'Élysée, nous avons évoqué cela, d'ailleurs avec Laurent Kupferman, qui a lancé le collectif l'an dernier, cette campagne de pétition en ligne nommée « Osez Joséphine ». Par la suite, certains ont rajouté « Osez Joséphine au Panthéon, Monsieur le Président ». Eh bien, on est allé jusqu'à l'Élysée. Et à l'Élysée, avec Laurent Kupferman et d'autres personnes du collectif, nous avons évoqué cela. Le président a dit, écoutez, moi je suis fan de Joséphine Baker depuis gamin, au niveau artistique. Je lui ai dit, mais c'est pas votre génération, président. Oui, mais ma grand-mère me faisait écouter les disques de votre mère et déjà, voilà, j'aimais beaucoup. Mais ça n'est pas pour cette raison que je prends la décision. Ça n'est pas forcément non plus pour les 40 000 signatures en ligne en un mois et demi en faveur de la panthéonisation de ma mère qui ont joué. Il me disait, voilà, c'est pour les valeurs et l'exemple qu'elle incarne, non seulement en France, ce qui est important évidemment, et puis ses engagements évidemment, mais aussi en Europe et dans le monde. Et si on résume, ma mère s'est engagée, si on est un peu plus précis, d'abord, dès qu'elle était jeune, elle a été marraine des clochards de Paris. Donc ça, c'était déjà un geste de générosité, mais pas tellement politique, mais quand même. Ensuite, elle s'est engagée avec la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, bien avant la guerre, enfin, dans les années 30, au moment de la montée de l'antisémitisme, alors qu'elle venait de se marier avec un mari qui était juif. Ça, c'était déjà un premier engagement. Là, ça n'est plus la Joséphine Baker, l'artiste un peu insouciante, c'est déjà une femme qui s'engage. Ensuite, dès 1939 et bien avant que la résistance n'existe, bien avant l'appel du général de Gaulle, elle propose ses services justement à des services spéciaux qui sont les services secrets français et qui vont d'ailleurs finalement lui l'envoyer en mission. Ensuite, elle s'engagera dans l'armée de l'air française comme auxiliaire féminine. Elle chantera pour les soldats alliés en Afrique du Nord. Elle aura d'autres missions de l'Afrique du Nord jusqu'à la Syrie, qu'elle traversera en jeep, au risque de se faire arrêter, et surtout dans des conditions très difficiles. Ensuite, elle s'engage, il y a beaucoup de causes que ma mère a défendues. Après-guerre, si je résume, pour les droits civiques des Noirs des USA, donc ses compatriotes d'origine auprès de Martin Luther King. Voilà, elle, évidemment, elle a continué après à s'engager pour la paix au Vietnam. Donc je rappelle que son pays d'origine avait incendié ce pays pour des raisons idéologiques. La paix auparavant en Corée,
la guerre de Corée que les Américains, là encore, avaient déclenchée. La paix, souvent, elle est en Israël et en Égypte pour faire des conférences de paix entre Israël et les pays voisins. La paix au Biafra, un pays qui maintenant n'existe plus tout à fait, mais qui a été remplacé, où des milliers de bébés mouraient de faim, et d'autres causes. Est-ce que le fait que votre mère, du coup, soit une telle figure de résistance et de militantisme, ça vous impose dans votre vie quotidienne une certaine pression, entre guillemets, on va dire, de perpétuer son message, de perpétuer son œuvre? Oui, mais nous, là, par exemple, la famille, la tribu Arc-en-Ciel, nous faisons à notre niveau, nous propageons un peu ces idéaux, un peu de sa générosité, de son ouverture, mais à notre niveau. Elle, n'oublions pas qu'elle a utilisé, comme d'ailleurs d'autres vedettes ou d'autres gens de pouvoir, sa célébrité et son pouvoir pour faire avancer les choses. Je reprends donc souvent l'exemple de Coluche, généreux, simple, célèbre, bon, talentueux aussi comme elle, et surtout faisant des actions, ne se contentant pas de parler à la télé, comme beaucoup de vedettes que je vois et qui, une fois hors plateau, je ne vous donnerai pas les noms, mais ils ne font absolument rien du tout, à part réclamer un taxi qui est en retard et se plaindre et jouer les stars. Voilà, là on parle de gens qui sont vraiment engagés et qui sont sincères. Et elle faisait partie de ces gens-là. Et nous, en fait, elle ne nous l'a jamais dit, mais pour elle, il était évident que nous-mêmes, dans notre vie au quotidien, eh bien, on allait un peu relayer ce message de par nos attitudes, de par nos ouvertures, si possible notre générosité, notre écoute. Mais elle, c'était voilà, un niveau différent. Donc nous, on le fait de manière, je dirais, plus modeste, et puis avec nos moyens, et puis nos qualités et nos défauts. Est-on les uns les autres aussi généreux qu'elle? Ça se discute, peut-être moins. Enfin, on essaye de l'être quand même un minimum avec les gens qui nous sont proches, en fait. Et donc la dernière question, donc votre mère qui était une icône, on va dire, de l'émancipation féminine, selon vous, comment est-ce qu'elle a changé la place des femmes dans notre société? Alors là, c'est une question, je dirais, un peu, non pas épineuse, mais délicate, car je dois dire, et j'ai répondu à plusieurs interviews, n'oublions pas qu'il y a certains mouvements qui ont, depuis la panthéonisation de ma mère, qui ont essayé de récupérer ma mère en disant, par exemple, des mouvements un peu communautaristes noirs, oui, Joséphine a défendu notre cause. Oui, enfin, certains qui sont devenus carrément racialistes ou voire racistes, ma mère ne serait pas d'accord du tout. Défendre les droits et le respect des Noirs, oui, mais pas devenir raciste inversé. Défendre les droits et le respect des femmes et l'égalité, oui, mais pas avec les néo-féministes qui font du sexisme inversé. Donc elle dirait là, pas d'accord. Moi, je ne suis pas pour la guerre des sexes, moi je suis pour l'harmonie entre hommes et femmes, et respect évidemment, et amour. Alors, elle a été une femme indépendante, libre, on aurait dit dans les années 80 libérée, moi je dirais plutôt libre et indépendante, féminine et féministe, mais alors si elle est féministe, je dirais, c'est vraiment sans être engagée dans aucun mouvement. Et d'ailleurs, je dirais, à l'image de Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, elles ont montré l'exemple à beaucoup de femmes, mais Catherine Deneuve et Brigitte Bardot, tout comme ma mère, ont donné le droit aux hommes de les approcher, ont vécu avec des hommes qui les ont respectés et n'ont pas été, comme certaines néo-féministes l'ont dit pour Brigitte Bardot et Catherine Deneuve, victimes de machos infâmes, notamment si on prend pour Catherine Deneuve l'exemple de Marcello Mastroianni,
qui n'a jamais été, je veux dire, auprès de Catherine Deneuve, par exemple, un homme violent ou non respectueux. Et je pense que, voilà, le mot féminisme, tout dépend de quoi on parle. Les féministes auraient probablement critiqué, enfin les néos, ma mère, tout comme elles ont balancé des scuds sur Brigitte Bardot et Catherine Deneuve, les traitant de vieilles dames à l'ancienne et de femmes à macho. Alors pour ma mère, elles auraient dit pareil, puisque ma mère a eu 4 maris, et que voilà, qui n'étaient pas d'ailleurs des machos du tout, mais enfin qui étaient des hommes, voilà, avec leur virilité. Alors il y a aussi d'autres mouvements, ça c'est plus discutable. Bon, LGBT, ils disent aussi, ah, mais Joséphine était quand même peut-être, pas, ils disent pas peut-être, disons, bien bisexuelle, peut-être un peu lesbienne, mais enfin, elle a eu tellement d'hommes qu'on ne peut pas dire au-delà de bisexuelle. Bon, elle a été surtout connue pour ses amours hétérosexuels. Alors, bisexuelle, peut-être à l'occasion, mais il y a une sorte de petite récupération qui, peut-être que tous ces mouvements aussi ont besoin, on peut les comprendre aussi, peut-être d'exemples, d'icônes, et pourquoi pas. En tout cas, ma mère a été ouverte à tout le monde, mais pas aux extrémistes violents, haineux, et comment dirais-je, qui pratiquent le rejet. Ça, sûrement pas. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et pour toutes ces réponses très éclairantes.